Aujourd'hui, nous allons parler de la distinction conceptuelle entre en fait et en droit. Cette distinction conceptuelle est très importante pour comprendre les problèmes liés à la justice et au droit, et elle vous permettra également de réfléchir sur les fondements de la morale. Généralement, quand on parle d'injustice, on veut parler de la violation du droit d'une personne. Si l'injustice est possible, c'est donc a priori qu'il existe quelque part un droit qui a été violé. Mais d'où vient le droit? Existe-t-il dans la nature? Peut-on déduire de l'observation objective du monde l'existence de droits qu'il faudrait respecter en vertu de leur existence? Partons d'un exemple. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 1er, il est écrit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quand on lit rapidement cette phrase, rien ne nous interpelle particulièrement et nous pourrions avoir l'impression, à première vue, qu'il s'agit d'une simple description des faits. La phrase pourrait alors se retraduire sous la forme « c'est le cas que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Cependant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle vraiment pour but de simplement décrire objectivement les faits? Le statut de la phrase « les hommes naissent libres et égaux en droit » est-il le même qu'une phrase d'observation simple comme par exemple « les êtres humains ont des yeux » Il semble que non. Ce qui nous amène à une deuxième possibilité. On pourrait retraduire la phrase de cette manière-là. Les hommes doivent naître et demeurer libres et égaux en droit. Dans ce cas-là, on est face à un énoncé qu'on appelle prescriptif. Il ne s'agit plus d'une description, mais d'une prescription. Autrement dit, on n'est plus en train de dire comment les choses sont, on dit comment elles devraient être. Cette distinction qu'on vient de faire, c'est tout simplement la distinction entre jugement de fait et jugement de droit. Et c'est sur cette distinction-là que je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui. Je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure de juger si cet article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un jugement de fait ou un jugement de droit. On peut aborder la distinction entre jugement de fait et jugement de droit en s'appuyant sur un argument assez célèbre développé par le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Dans sa conférence sur l'éthique, petit livre dont je vous recommande la lecture, Wittgenstein se demande si nos jugements éthiques, par exemple il est mauvais de tuer autrui, sont réductibles ou traductibles en jugements de fait. Pour répondre à cette question, Wittgenstein fait une expérience de pensée. Supposez que l'un d'entre vous soit omniscient et que par conséquent, il ait connaissance de tous les mouvements de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde, qu'il connaisse également toutes les dispositions d'esprit de tous les êtres humains à quelque époque qu'ils aient vécu, et qu'il ait écrit tout ce qu'il connaît dans un gros livre. Ce livre contiendrait la description complète du monde. Et le point où je veux en venir, c'est que ce livre ne contiendrait rien de ce que nous appellerions un jugement éthique, ni quoi que ce soit qui impliquerait logiquement un tel jugement. Par exemple, si nous lisons dans notre livre du monde la description d'un meurtre, avec tous les détails physiques et psychologiques, la pure description de ces faits ne contiendra rien que nous puissions appeler une proposition éthique. Le meurtre sera exactement au même niveau que n'importe quel autre événement, par exemple la chute d'une pierre. Assurément, la lecture de cette description pourrait provoquer en nous la douleur, la colère ou toute autre émotion. Ou nous pourrions dire quelle a été la douleur ou la colère que ce meurtre a suscité chez les gens qui en ont eu connaissance. Mais il y aura là seulement des faits. Des faits mais non de l'éthique. Donc ici, gardons bien à l'esprit le fait que jugement éthique désigne en fait tout type de proposition qui va se référer à des normes ou à des valeurs. Les normes, ce sont des règles conventionnelles, comme les règles d'un jeu par exemple, et si vous prenez par exemple le code de la route, eh bien c'est un ensemble de normes qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De même dans le droit, eh bien vous avez des normes, par exemple le fait qu'un accusé soit présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Récapitulons ce que nous dit Wittgenstein dans cet argument. Il nous demande d'imaginer un livre, un gros livre, qui aurait un nombre de pages vraiment très grand, dans lequel toutes les observations du monde seraient inscrites. Ce livre serait une sorte de description de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui arrive dans le monde. Wittgenstein nous dit que dans ce livre, eh bien, il y aurait toutes sortes de propositions factuelles. Par exemple, De Gaulle est plus grand que Churchill serait une proposition inscrite dans le livre, car c'est un fait. De même, César est tué par Brutus serait une description aussi introduite dans le livre, car il s'agit, encore une fois, d'une description factuelle. De même, les propositions relatives aux lois de la nature, comme la lumière se déplace à une vitesse approximative de 300 000 km par seconde, seraient également inscrites dans le livre. Par contre, nous dit Wittgenstein, dans ce livre, on ne trouverait aucun jugement éthique, c'est-à-dire des jugements du type « il est horrible de tuer son voisin » ou « l'inceste est mauvais ». Autrement dit,
tous les jugements relatifs à des normes ou à des valeurs seraient automatiquement exclus du livre. Alors attention, tout à l'heure j'ai dit que les valeurs ça pouvait être surtout les valeurs morales comme le bien et le mal, mais ça peut aussi désigner les valeurs esthétiques. Ce qui signifie que même les jugements esthétiques ne seraient pas inscrits dans le livre de Wittgenstein. Par exemple, une proposition comme la 5e symphonie de Beethoven est absolument magnifique ne serait pas inscrite dans le livre, car ce ne serait pas une description factuelle, mais un jugement de valeur. Pour bien vérifier si nous avons compris l'argument de Wittgenstein, partons d'un exemple de proposition. Des civils meurent pendant les guerres. À votre avis, cette proposition est-elle une description? Serait-elle potentiellement inscrite dans le livre du Monde? Faites pause pour réfléchir. N'oubliez pas que pour trouver la réponse, il faut se demander s'il s'agit là d'une simple description ou au contraire s'il s'agit d'un énoncé faisant appel à des normes ou à des valeurs. Ici qu'il s'agit d'une description. On énonce un fait, on énonce quelque chose qui arrive, et on peut effectivement retraduire cette phrase sous la forme « il arrive que » ou « c'est le cas que ». Il s'agit donc bien d'un jugement de fait, car c'est en gros une réponse à la question « est-ce arrivé » ou « est-ce le cas ». Or, nous avons vu que les jugements de fait étaient forcément inscrits dans le livre, ce qui fait que cet énoncé serait inscrit dans le livre. Autrement dit, c'est bien un énoncé descriptif. Maintenant, penchons-nous sur une deuxième proposition. Il est injuste que des civils meurent pendant les guerres. À votre avis, peut-on retraduire cette phrase sous la forme d'une description? Autrement dit, cette proposition est-elle incluse dans le livre? Il s'agit ici d'un jugement de droit, car il fait appel à une valeur, qui est la justice. Cette proposition ne peut donc pas être une réponse à la question « cela arrive-t-il » ou « cela est-il le cas ?» car en observant le monde, on ne trouvera pas de faits qui correspondent à cette proposition. Par contre, cette proposition répond bien à la question « est-ce correct » ou « est-ce juste ?» qui sont des questions qu'on pourrait appeler normatives, car elles ne portent pas sur ce qui est, effectivement, mais sur ce qui devrait être. Autrement dit, il s'agit ici d'un énoncé prescriptif, et donc il ne figurerait pas dans le livre du Monde. En revanche, la proposition « il y a des personnes qui pensent qu'il est injuste que des civils meurent pendant les guerres » est un énoncé descriptif, et donc c'est un jugement de fait qui figurerait dans le livre de Wittgenstein. L'argument de Wittgenstein consiste donc à montrer qu'aucune description factuelle du monde, aussi précise soit-elle, ne contiendra de jugement de valeur. Une autre manière de comprendre cela est de dire qu'il y a une barrière logique entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Aucune opération logique ne nous permet de passer de l'un à l'autre. Et vu comme ça, l'argument de Wittgenstein est en fait une version un peu plus approfondie d'une remarque similaire qu'avait faite le philosophe David Hume dans son ouvrage Traité de la nature humaine, où il disait qu'on ne pouvait pas logiquement passer de l'être au devoir-être. Cette remarque de Hume est aujourd'hui communément connue sous le nom de guillotine de Hume. Évidemment, Hume n'aurait pas pu appeler son argument ainsi, pour la simple et bonne raison qu'il est mort avant d'avoir pu s'émerveiller de l'invention de la guillotine, qui a été créée spécialement pour la Révolution française et qui était considérée par son créateur comme un moyen plus égalitaire d'exécuter les gens. Mais fermons cette parenthèse. L'important à retenir, c'est que le terme guillotine, ici, désigne simplement ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a une barrière logique entre l'être et le devoir-être, donc entre ce qui relève du domaine descriptif, quand on dit par exemple que l'herbe est verte, et ce qui relève du domaine prescriptif, quand on dit par exemple que l'herbe doit être verte. Plus précisément, selon Hume, rien ne justifie logiquement qu'on passe d'un énoncé de la forme X est ainsi à un énoncé de la forme X doit être ainsi. Ce que dit Hume, en fait, c'est qu'on ne peut pas tirer une proposition impérative à partir d'une proposition semblable indicative. Par exemple, de la proposition « les êtres humains n'aiment pas être trahis », on ne peut pas logiquement déduire la proposition « les êtres humains doivent aimer ne pas être trahis ». Alors, cette distinction et ces arguments peuvent vous paraître peut-être un peu abstraits, mais si vous y réfléchissez, vous allez voir qu'en fait, ils peuvent nous être très utiles. Imaginons quelqu'un qui, au moment où l'Algérie était encore colonisée par la France, fait le raisonnement suivant. L'Algérie est un pays colonisé, donc l'Algérie doit être un pays colonisé. Là, il est clair que ce raisonnement viole la guillotine de Hume. On ne peut pas déduire la deuxième proposition à partir de la première. Autre exemple, on pourrait partir du jugement descriptif « les êtres humains mangent de la viande » et vouloir en tirer la conclusion que les êtres humains doivent manger de la viande. Mais encore une fois ici, le raisonnement est incorrect, puisque la deuxième proposition est une proposition prescriptive qui ne peut pas logiquement être déduite d'une proposition descriptive. À partir de ces exemples, vous voyez que la guillotine de Hume
place en fait une limite dans la manière dont on peut fonder nos croyances morales ou nos impératifs moraux, et c'est en cela qu'elle est absolument fondamentale. Donc pour résumer, quand on dit en fait, on veut dire indépendamment des normes et des valeurs, c'est-à-dire dans le domaine descriptif, et quand on dit en droit, on veut dire relativement à des normes et des valeurs, donc dans le domaine prescriptif. Et dans toute description, il est question de ce qui est, donc de l'être. Dans toute prescription, il est question de ce qui doit être, donc du devoir être. Donc, pour savoir si un jugement est un jugement de fait ou de droit, posez-vous la question. Est-ce que ce jugement est une réponse à la question est-ce arrivé, est-ce le cas, ou bien est-ce au contraire une réponse à la question cela devrait-il arriver, est-il correct que cela arrive? Je vous laisse maintenant retourner à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et essayer de voir s'il s'agit d'un jugement de fait ou d'un jugement de droit. Si vous voulez en savoir plus sur l'argument du gros livre de Wittgenstein, et si vous voulez avoir une présentation plus complète de cet argument, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo de Monsieur Phi sur le sujet, dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous.